Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise dont voici les principales articulations. Le personnel du Centre de formalité des entreprises CFE a reçu un invité de marque ce lundi. Le Premier ministre Commissaire Lom-Klassou y a fait un tour pour juger de la réalité de la facilité de création des entreprises. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis une foule des grands jours sur le plus grand stade de Monrovia ce lundi pour non pas une compétition sportive mais plutôt une investiture. George Weah a prêté serment ce jour, succédant ainsi à Ellen Johnson Sirleaf. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Le chef du gouvernement, Commissaire Lom-Klassou, s'est rendu ce matin au centre de formalité des entreprises CFE. Cette visite répond au besoin d'abord de vérifier la réalité des facilitations offertes pour la création des entreprises et ensuite d'encourager les jeunes entrepreneurs à s'y mettre pour bénéficier des avantages liés à l'attribution des marchés publics. Les précisions avec Christine Pichekiagodé. Depuis quelques années, le Togo s'est engagé de façon durable dans un processus de réforme dans tous les secteurs d'activité pour un développement inclusif. Le Centre de formalité des entreprises CFE est un des exemples illustratifs. Le centre connaît depuis 2012 des réformes profondes. Les innovations qui y sont introduites par le gouvernement permettent aux opérateurs économiques de créer leur entreprise en 24 heures avec plus de facilité. Pour ce qui concerne les innovations concernant la création, c'est-à-dire l'enregistrement des statuts et autres, et puis pour les timbres aussi, les innovations concernant les timbres, c'est vraiment appréciable, c'est intéressant. Présentement, on n'utilise plus les timbres. Pour l'enregistrement aussi, peu importe le capital de la société, c'est exonéré. C'est vraiment bien. Nous voulons remercier le gouvernement pour cette initiative noble qu'il a prise pour nous alléger la tâche. C'est ce que nous, en tant qu'acteurs économiques, c'est ce que nous attendons depuis. Le Premier ministre, chef du gouvernement Commissaire Lom-Klassou, accompagné de quelques ministres, s'est rendu au centre de formalité des entreprises pour toucher du doigt les conditions de création des entreprises dans la logique de l'amélioration du climat des affaires au Togo. Cette visite de terrain du Premier ministre fait suite au discours de vœux à la nation du chef de l'État dans lequel il a promis d'inscrire la jeunesse togolaise au cœur des interventions de l'État tout en soutenant et accompagnant son dynamisme et son engagement. Le pays est dans un processus de réforme depuis. Et pour ce qui concerne la création d'une entreprise, c'est le centre de formalité des entreprises, qui est un centre où sont regroupées toutes les étapes nécessaires à la création d'une entreprise. Par conséquent, ce matin, nous sommes venus voir toutes les facilités accordées, notamment la réduction du capital social pour la création, également pour l'enregistrement, le droit qui a été sensiblement réduit. Nous sommes venus voir exactement comment toutes ces mesures sont appliquées. Mieux, par le passé, les promoteurs ou les citoyens, comme des investisseurs qui veulent entreprendre dans notre pays, mettaient un temps, je dirais, un peu trop long, presque 200 jours pour créer une entreprise, qu'elle soit à responsabilité limitée ou une société anonyme. Mais dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, il a été décidé de réduire à la fois le délai, mais également le coût. Ce que je venais de dire tout à l'heure participe à l'amélioration des conditions pour que les citoyens togolais qui veulent aborder des activités dans le sens de création d'entreprises ou de sociétés ou d'établissements puissent bénéficier d'un environnement favorable. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui au Togo, pour créer une entreprise à responsabilité limitée,
vous n'avez plus besoin d'aller chez un notaire. Et en 24 heures, vous pouvez créer votre société. Les efforts sont en cours aussi pour que ce soit bientôt en ligne. La création d'une entreprise sans tracasserie est un acquis. Mais avoir des marchés était un souci pour les jeunes. Le chef de l'État, dans son adresse à la nation, a favorablement répondu à ce besoin. Les jeunes entrepreneurs togolais seront désormais mieux accompagnés et près de 20% du marché public leur sera réservé. Les 20% annoncés par le chef de l'État intéressent beaucoup plus les jeunes qui ont créé leur entreprise, mais parfois qui éprouvent des difficultés à avoir des marchés. En dehors de l'annonce des 20%, le chef de l'État a encore ajouté que ces jeunes bénéficieront des procédures allégées. C'est profond. Procédures allégées. Véritablement, c'est une batterie de mesures pour pouvoir accompagner les jeunes à être très efficaces. Si on met les choses bout en bout, le Code des investissements, la création de la cellule du climat des affaires, la création du cadre de concertation entre l'État et le secteur privé, l'annonce faite d'accompagner mieux les jeunes entrepreneurs togolais en réservant près de 20% du marché public à ces jeunes. Et lorsqu'on sait que notre pays bénéficie du visa textile AGOA avec les États-Unis, lorsqu'on sait également que depuis le 3 juillet 2016, on peut prendre un vol directement de Lomé pour atterrir à Niwap, vous voyez que les conditions sont créées et s'améliorent de jour en jour pour que les opérateurs togolais, qu'ils soient jeunes, des start-up ou qu'ils soient anciens, les conditions s'améliorent pour que chacun puisse jouer sa partition et que nous allions vers plus de croissance, une croissance qui va donner droit à un développement inclusif. Cette visite de terrain du Premier ministre balise en tout cas la voie à la prochaine rencontre que le chef de l'État projette d'avoir avec les jeunes entrepreneurs. L'UEMOA, dans ses objectifs, a défini de nombreuses règles communes aux États membres, parmi lesquelles figurent les dispositions relatives à la concurrence. À travers une rencontre régionale qui s'est ouverte ce matin, il sera question pour les experts de la commission de l'UEMOA de maîtriser les techniques d'enquête et d'instruction en matière de concurrence afin de développer une compétitivité entre les États membres de l'Union et lutter contre la concurrence déloyale. Le compte rendu de la rencontre avec Antoinette Romao. On va voir. Le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières des États membres de l'UEMOA passe par le respect et l'appropriation des règles relatives à la concurrence en matière de commerce. Ces règles permettent de lutter contre les concurrences déloyales afin d'identifier et maîtriser les règles communautaires de concurrence en vigueur. Ainsi, il est question pour ces experts de la commission de l'UEMOA de s'approprier les techniques d'enquête et d'instruction en matière de concurrence afin de réguler les pratiques anticoncurrentielles. Nous voulons un marché commun, ouvert et concurrentiel. Donc bien entendu, cela nécessite qu'il y ait des règles appliquées par tous pour favoriser justement ce marché-là. Et ces règles de concurrence doivent être mises en œuvre, suivies, appliquées par un certain nombre d'acteurs. Et les acteurs qui sont chargés de faire les enquêtes pour s'assurer que tout le monde applique ces règles, il faut que ces acteurs-là également soient bien formés. Il s'agit de mettre tous les acteurs de contrôle au même niveau de formation afin de suivre la mise en application de ces règles de concurrence sur le terrain. Cette rencontre régionale intervient dans le cadre du programme d'appui à l'intégration économique régionale et au commerce. Il est attendu à l'issue de ces assises des résolutions pouvant accélérer le processus d'intégration régionale et booster les activités économiques au sein de l'Union.
Avec l'appui du gouvernement, la FNGPC, entendez Fédération nationale des groupements des producteurs de coton du Togo, a mis à la disposition des cotonculteurs des tracteurs pour booster la production. Une rencontre pour échanger sur le fonctionnement de ces engins et rassurer les producteurs de l'or blanc a eu lieu la semaine dernière. Le compte rendu avec Désiré Aloy. La mécanisation de l'agriculture au Togo est soutenue par des actions, l'utilisation des matériels adéquats, par exemple des tracteurs. Dans le secteur cotonnier, la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, avec l'appui du gouvernement togolais, dispose d'une quarantaine de tracteurs accompagnés des accessoires en kit depuis 2015. Des rencontres avec les détenteurs de ce matériel pour élaborer clairement un suivi technique. Venus de toutes les régions du Togo, ils évaluent donc la campagne 2018. Objectif global, contribuer à renforcer le volet mécanisation dans le secteur coton. Dans le souci de régler tous les problèmes qu'on a rencontrés, que les représentants de Sonelika au Togo nous ont approchés pour qu'on puisse réunir tous ceux qui ont reçu ces tracteurs pour contribuer à améliorer les emblavures, scruter, voir quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés, quelles sont les pannes qu'ils peuvent noter, et puis aller faire perfectionner encore pour qu'ils ne puissent pas avoir trop de pannes. Encourager aussi d'autres producteurs qui attendent leur tour, qui attendent que nous puissions aussi les équiper, profiter de l'appui du gouvernement. Je peux déjà rassurer tout détenteur de tracteurs Sonalika que leurs problèmes liés aux pièces détachées sont déjà résolus, d'autant plus que nous avons un stock assez conséquent de pièces détachées disponibles. Et mieux que ça encore, nous avons eu l'occasion d'envoyer des ingénieurs à nous, des ingénieurs locaux, se faire former par la maison mère. Et ces ingénieurs sont aussi sur place. Nous allons, à la fin de cet atelier, forcément aller vers une signature de contrat de maintenance permanent de tous leurs engins. Et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire et je pense aussi que c'est ce à quoi ils aspirent. Et nous sommes disponibles pour cela. C'est en définitive une écoute des producteurs, échanger avec eux afin de trouver le bon mécanisme pour appuyer davantage le secteur du coton. La FNGPC, avec ses 120 000 membres, emblave régulièrement 100 000 hectares, avec une moyenne de 0,90 hectares et un rendement moyen de 800 kg à l'hectare pour une production d'environ 88 000 tonnes. Et de leur côté, les acteurs de la filière riz de la région de la Kara se sont réunis il y a quelques jours. En toile de fond de leur rencontre, la structuration et la mise en place de l'interprofession dans l'optique d'améliorer la compétitivité de la filière. De Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Le riz est l'une des principales cultures céréalières au Togo. Autour de cette filière, comme pour les autres, se trouvent trois principaux acteurs, les producteurs eux-mêmes, les commerçants et les transformateurs. Chaque maillon a une certaine structuration, mais celle-ci souffre d'insuffisance eu égard à l'acte uniforme de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Par rapport à cette faiblesse, le gouvernement togolais a obtenu un appui financier de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, pour aider ces maillons à se conformer aux dispositions en vigueur. Ce travail a été confié à l'ICAT, Institut de conseil et d'appui technique, qui est ici à la phase de sensibilisation des acteurs de la région de la Kara. Cet atelier vise comme objectif d'améliorer le niveau de compréhension de ces acteurs-là sur le contenu des dispositions du document de l'acte uniforme de l'OADA. Ceci pour permettre à ces acteurs visés de pouvoir participer aux différentes étapes du processus de la construction de l'interprofession riz prévue au Togo. L'avantage, c'est que c'est des dispositions juridiques que les pays se sont donnés comme principe à suivre. Et toute organisation allant dans cette dynamique est obligé de se conformer à cette dynamique pour que tous les avantages
en termes de protection juridique et judiciaire prévue dans le cas de ce document-là, toutes ces organisations puissent en bénéficier. Cette rencontre des acteurs de la filière riz s'est tenue au lendemain de celle de la filière maïs. Le riz et le maïs dans le top 5 de l'UEMOA des cultures prioritaires dans son premier axe relatif à l'adaptation des systèmes de production des filières agricoles et amélioration de l'environnement de la production, et ceci compte tenu du rôle stratégique que ces cultures jouent en matière de sécurité alimentaire dans l'espace. La protection de l'environnement, la lutte contre le dérèglement climatique, la préservation de l'écosystème qui tiennent à cœur tous les États du monde passe par la réduction des travaux à caractère industriel sur la planète. L'agro-industrie, reconnue comme un facteur de dégradation de l'écosystème, n'est également pas source d'une alimentation saine et de qualité. Et pour cela, un concept est né aujourd'hui, celui de l'agriculture familiale, un modèle de production qui vise à préserver les ressources naturelles. Qu'entend-on alors par agriculture alimentaire et quelle est la place d'un tel concept dans la politique de développement agricole de nos pays? La réponse dans le dossier de cette édition, il est signé Emmanuel Kalgoura et présenté par Ferdinand Jassoa. Face aux effets néfastes engendrés par l'agro-industrie, les questions de la protection de l'environnement et de l'écosystème se posent de plus en plus avec acuité. L'on fait alors recours à un concept, l'agriculture familiale, comme un modèle de production qui vise à faire émerger des pratiques agricoles basées sur l'usage des produits qui dégradent moins l'environnement. C'est un ensemble de relations qui existent entre la famille et la terre. Donc c'est une relation famille-terre autour du développement d'activités dont le but est de produire des biens et services alimentaires. C'est en réalité le modèle de production des biens alimentaires, de l'aliment que nous mangeons, et c'est historique. C'est depuis la nuit des temps que cette agriculture a été toujours développée. Et nous voudrions défendre cette agriculture-là parce que c'est elle qui nourrit le monde. Quand vous prenez la production alimentaire mondiale, 70% de cette production vient des exploitations familiales. Donc c'est énorme comme modèle de production qui, à l'opposé de l'agro-industrie ou de l'agriculture industrielle, crée en réalité des biens alimentaires, mais qui ne sont pas sains en réalité. C'est ça en réalité. Quand vous prenez les produits issus de l'agro-industrie, c'est des produits qui sont en tout cas développés à partir de produits chimiques, avec beaucoup d'intrants. Ce concept a fait l'objet d'une vaste campagne et 2014 a été proclamée année internationale de l'agriculture familiale lors de la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette proclamation, en réalité, voudrait bien donner la possibilité aux acteurs de mener des débats, des discussions autour de ce concept d'agriculture familiale et de sa contribution au développement de nos pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est en réalité une opportunité qui est offerte aux États de revisiter leur politique agricole pour prendre en compte effectivement l'agriculture familiale comme modèle de production durable de nos biens. Et troisièmement, faire en sorte qu'il y ait une mobilisation accrue des partenaires financiers à donner plus de moyens pour le développement de cette agriculture. Cette campagne menée par les organisations de la société civile des 5 continents préconise la conduite à tenir pour assurer la durabilité des sols et la sauvegarde des ressources naturelles. La décennie de l'agriculture familiale couvre la période de 2019 à 2028. Elle sera mise en œuvre dans chaque pays membre des Nations Unies afin de contribuer à la réduction de la pauvreté et surtout à l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030.
Une formation sur la sécurité et la santé au travail a été initiée du côté d'Atapamé au profit des artisans issus de différents corps de métier. Il s'agit de les amener à cerner les règles de base en matière de protection sociale pour bien conduire leurs différents ateliers et éviter ainsi les risques professionnels. Le compte rendu avec Sylvain Abdou. La sécurité et la santé au travail sont des mesures pour prévenir les risques professionnels et assurer la protection sociale au sein de l'entreprise. Ces mesures sont destinées également à maintenir les travailleurs dans de bonnes conditions de travail pour favoriser leur bien-être social. Ce sont ces bonnes pratiques que s'attellent ces acteurs du secteur artisanal issus de différents corps de métier. Une formation pour les outiller et leur permettre d'acquérir des connaissances préalables nécessaires en matière de sécurité au travail et les lois sociales dans l'optique de les amener à mieux conduire leurs différents ateliers. Cette formation va nous permettre de résoudre ainsi soit peu les méfaits que ces accidents et maladies. Il s'agit d'outiller les artisans, de les accompagner afin qu'ils puissent mieux se protéger sur leur lieu de travail pour éviter les accidents de travail et les maladies professionnelles qui sont source de nuisances pour les travailleurs plutôt bien formels qui sont les artisans et ce qui les empêche maintenant de pouvoir mieux rentabiliser leur activité. Et également les outils en matière de protection sociale pour qu'ils puissent adhérer à ce qu'on appelle la sécurité sociale pour mieux se protéger aujourd'hui et demain contre les risques sociaux. Au terme de cette formation, ces artisans seront à même de créer un environnement de travail propice, évaluer et maîtriser les risques liés au travail afin de prévenir davantage les accidents et les maladies. Ceci à travers le respect des règles de conduite à observer sur leur lieu de travail. Ce communiqué pour poursuivre cette édition, un communiqué du ministre de la Santé et de la Protection sociale. Depuis une semaine, il a été signalé la survenue des cas confirmés de fièvre de Lassa au nord du Bénin. 2 cas suspects en provenance du Nigeria ont transité par le Togo dans le village de Nadoba, préfecture de l'Akéran, avant de décéder sur le territoire béninois. Des équipes de santé ont été immédiatement déployées sur le terrain pour des investigations plus approfondies en vue de tracer l'itinéraire de ces malades au Togo et de recenser les contacts pour des mesures de prévention et de protection de la population. À ce jour, aucun cas n'a été notifié sur le territoire togolais. La fièvre de Lassa est une maladie grave et contagieuse pour laquelle il existe un traitement efficace. Le taux de guérison est supérieur à 90% et si les malades sont pris en charge tôt. La maladie se transmet à l'homme par exposition aux urines ou excréments de rongeurs, rats, souris, vivant à l'intérieur ou autour des maisons. Elle peut aussi se transmettre d'une personne malade à une personne saine par contact direct avec le sang, l'urine, les selles, les vomissures et autres sécrétions biologiques telles que les sueurs, la salive, le sperme, liquide vaginal, le lait maternel. La fièvre de Lassa se manifeste au début par une forte fièvre, une faiblesse généralisée, une sensation de malaise. Après quelques jours, les malades peuvent présenter un ou plusieurs des signes suivants: maux de tête, maux de gorge, douleur au ventre ou au thorax, douleur musculaire, articulaire, nausées, vomissements, diarrhée, toux et parfois des saignements. Pour éviter la maladie, adoptons des mesures ci-après. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Bien protéger les restes et réserves de nourriture dans les maisons. Éviter que les rongeurs ne pénètrent dans nos maisons, notamment en conservant nos céréales et autres denrées alimentaires dans les récipients bien fermés et résistants aux rongeurs comme des bidons, des tonneaux, et en maintenant propre l'intérieur et les alentours de nos habitations. Éviter la manipulation de viande des rongeurs, les rats, les souris. Éviter tout contact avec le sang, les selles, les urines, la salive, les vomissures d'une personne suspecte ou malade de la fièvre de Lassa. Éviter de manipuler le corps d'une personne suspectée morte de fièvre de Lassa ou de cause inconnue même lors des rites funéraires. Le ministre invite la population à la vigilance et à se rendre dans la formation sanitaire la plus proche devant tout signe suspect de la maladie.
Hors du Togo, les bidonvilles de Monrovia, les stades de football et désormais le palais de la présidence. George Weah devient officiellement le président du Libéria. Il a prêté serment ce lundi devant des milliers de partisans en liesse. Plusieurs de ses nouveaux homologues, dont le chef de l'État-fort Esozimna Nyazingbe, président en exercice de la CEDEAO. Notez que c'est la première fois depuis 1940 qu'un chef de l'État démocratiquement élu succède à un autre dans ce pays. Retour à présent chez nous pour vous faire découvrir l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers OPEM. C'est un projet d'enseignement basé sur la recherche et la pratique en sciences et technologies. Cette école ouverte il y a peu à la classe de 6e mise sur une nouvelle génération d'apprenants et une approche pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Redécouvrons une fois encore et ce soir cette école qui mise sur une nouvelle approche dans l'enseignement. Et c'est avec Ramdan Bassina. L'école, celle qui devrait permettre aux apprenants au sortir de leur cursus scolaire d'être opérationnels sur le marché de l'emploi, c'est celle qui valorise la pratique. En tout cas, c'est la vision de l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers OPEM. Une école à même de créer une nouvelle génération d'élèves capables de créer par eux-mêmes. Dans cette classe de 6e scientifique et technologique, la chimie, l'électricité et la programmation sont déjà des acquis. Les cours sont sur les polycopes ou sur l'ordinateur. Nous ne copions pas beaucoup. Et aussi, les cours sont aussi très interactifs. Certains cours sont expliqués par vidéo qui est projeté en classe. À OPEM, nous suivons tous les cours, mais nous avons une orientation scientifique. Nous faisons beaucoup de laboratoires, nous manipulons nous-mêmes, ce qui nous permet de bien comprendre la théorie. En dehors des cours de laboratoire, nous avons également des cours de programmation de technologie. Ici, nous travaillons sur la pédagogie de projet. Nous sommes appelés à réaliser des projets dans chaque matière. En sciences, par exemple, nous allons monter un hélicoptère. L'enseignement orienté vers la recherche, voilà un projet mis en place par l'OPEM. Un enseignement pratique en sciences et technologies est le credo de cette école. Le concept, en fait, c'est de réécrire l'enseignement des sciences en Afrique en général. L'enseignement des sciences en Afrique est fondamentalement basé sur la théorie. Nous parlons des choses que les élèves ne voient pas et cela ne permet pas d'acquérir les compétences scientifiques nécessaires qui leur permettront en fait de créer la technologie. Aujourd'hui, c'est montrer en fait à la population qu'il y a une autre façon d'enseigner les sciences. Quand vous dites à un élève que s'il met 2 électrodes dans de l'eau et qu'il fait passer du courant à travers ces électrodes et qu'il recouvre les électrodes de 2 tubes à essai, il obtient de l'oxygène et de l'hydrogène, je suis désolé, mais pour moi c'est beaucoup plus de l'histoire. Ce n'est pas de la science en fait, mais ramener cet enfant à réaliser ce montage. L'Observatoire panafricain pour les écoles et les métiers est un projet tourné vers la réforme éducative, l'adéquation emploi-formation, une vision vers les besoins du continent en se fondant sur la recherche. Le projet de consolidation de l'éducation au civisme et à la citoyenneté initié dans le contexte du programme d'éducation citoyenne proposé par le gouvernement a été officiellement lancé du côté d'Anié. Il s'agit de sensibiliser la population sur les comportements civiques et responsables à adopter pour un Togo de paix et pour permettre aux Togolais de vivre ensemble. Le compte rendu de ce lancement avec Silver Abdou. Le gouvernement a doté le Togo en juin 2014 d'une politique d'éducation citoyenne pour l'édification d'une société plus démocratique, pacifique et prospère, favorable au développement. Des actions ont été menées dans ce sens, mais beaucoup reste encore à faire. D'où le lancement de ce projet de consolidation de l'éducation au civisme et à la citoyenneté, projet piloté par l'ONG Organisation pour un développement humain intégral pour accompagner le gouvernement dans ses actions en matière de culture de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Il s'agit à travers ce projet de sensibiliser les populations pour favoriser l'éveil de conscience dans une dynamique inclusive et participative pour un comportement beaucoup plus responsable. L'édification d'un climat de paix passe absolument
par l'éducation de la population au civisme et à la citoyenneté. C'est que, les responsables de la société civile et les leaders communautaires soient redynamisés et remotivés pour continuer leur œuvre d'éducation et surtout pour les intensifier. De deux, pour la population d'Anié, surtout la population à la base, nous attendons d'elle un renouvellement d'engagement pour les efforts qu'ils ont toujours faits pour bannir, pour toujours dans leur comportement quotidien, tout acte incivique. Le projet sera mis en œuvre au bénéfice des populations d'Anié et de ses environs. Il est financé par le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique dans la perspective de recadrer les actions pour contribuer au développement d'un environnement social et lutter efficacement contre les comportements et les actes inciviques pour l'enracinement de la paix au Togo. Les conducteurs et transporteurs routiers du Togo ont désormais la possibilité de payer leur impôt trimestriel via Timoni de Togo cellulaire. Et le mécanisme de ce nouveau mode de paiement vise à faciliter la vie aux contribuables. Et il a justement fait l'objet d'une sensibilisation ce matin, une sensibilisation organisée par l'Office togolais des recettes OTR. Le compte rendu avec Emmanuel Kalgora et Luc Assi. Désormais, plus de soucis liés au paiement de l'impôt sur le revenu des transporteurs routiers IRTR, communément appelé trimestre. Les membres de l'Union des routiers du Togo, URT, de la place Bonké à Lomé ont été entretenus sur la procédure de mobile paiement de l'impôt IRTR via Timoni. Il s'agit d'une réforme dont le but est de faciliter la tâche et rapprocher le service fiscal des contribuables. Avant cette méthode de paiement, il y avait déjà d'autres modes de règlement. Et pour Timoni, on peut faire d'autres types de paiement. Ce n'est pas seulement le paiement par le paiement de l'IRTR. Et cette fois, pour l'IRTR, on fait comme on faisait avec Timoni. Étoile 145 et on suit la procédure normale jusqu'à choisir les taxes. Et l'IRTR, on fait ce paiement comme on fait d'autres paiements. Pour les premiers responsables de l'Union des routiers du Togo, cette nouvelle procédure de paiement présente de nombreux avantages. Nous remercions l'OTR de venir parmi nous pour nous informer de ce paiement. Nous sommes très ravis de le recevoir. Parce qu'avec ça peut aussi nous faciliter la tâche de pouvoir payer ses impôts sans difficulté. Cette réforme sera vulgarisée et expliquée à tous les autres syndicats ainsi que regroupements de conducteurs et transporteurs routiers avant d'être opérationnels. Et voilà, c'est sur cette sensibilisation que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.